OK. Bon, dans ce cas, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rémi Bachand, je suis directeur du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation qui organise la conférence. Ça me fait plaisir de recevoir mon collègue et ami David Mandel qui va nous entretenir durant le temps qu'il jugera nécessaire en fait sur la situation politique actuelle en Ukraine et en Crimée. David Mandel est professeur de sciences politiques ici au département de sciences politiques et travaille en fait sur depuis des décennies en fait sur l'ex-espace soviétique et est un expert en fait de la région. Donc je lui donne la parole de maintenant et j'en profite pour le remercier chaleureusement. Attends. Je dois dire aussi que depuis la chute de l'Union soviétique, j'ai participé à un projet de formation syndicale dans la région, inclus l'Ukraine. Donc, j'ai pu traverser dans tous les sens ce pays-là. Donc, je peux dire que je connais plus ou moins. En fait, j'ai hésité avant d'accepter l'invitation de Rémi parce que les opinions sont extrêmement divisées sur ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et ça même dans le milieu universitaire. En fait, le niveau de passion que ça suscite, c'est étonnant. Donc, en fait, je craignais que la discussion se dégrade en engueulade, mais de toute manière, et puis aussi, je craignais que peut-être je ne voulais pas céder à la tentation de critiquer nos médias, qui ont vraiment fait un travail exécrable, pour la plupart. Pour ne pas parler de notre gouvernement à Ottawa. Bon, en tout cas, donc je vais prendre comme point de départ le titre de l'affiche, comment se situer entre les deux versions. Okay? C'est le soulèvement populaire pour la démocratie, qui est la version soutenue par le gouvernement à Ottawa et l'Occident en général, et une putsch fasciste, fascisant, je dirais, de point de vue qui est pas mal soutenu par la Russie. Okay? Donc, je vais commencer par la première version, la version canadienne. Okay? C'est le soulèvement populaire pour la démocratie. D'abord, quoi qu'on pense de Yanukovych, le président qui était chassé du pouvoir, son élection en 2010 a été reconnue par les observateurs internationaux et après certaines hésitations par la candidate perdante comme légitime. Okay? C'est Yulia Tymoshenko. En effet, des élections relativement honnêtes, c'est à peu près la seule conséquence positive que les gens qui ont participé à la révolution d'Orange en 2004, c'est à peu près la seule conséquence positive qu'ils ont eue. Et en fait, de nouvelles élections présidentielles étaient prévues pour mars 2015. Et les sondages ont fait prédisaient une défaite pour Yanukovych. Donc je dois dire que c'était un régime corrompu, il y avait certains abus de pouvoir, mais en général, surtout en se comparant avec la Russie, je dirais que ça respectait beaucoup mieux les libertés politiques. Surtout ce qui distingue l'Ukraine de la Russie, c'est qu'une grande partie des médias de masse sont contrôlés par l'opposition. En tout cas, quant à l'enjeu immédiat, qui était l'entente d'association avec l'Union européenne, les sondages indiquaient qu'une majorité de la population était divisée sur cette question-là. Quelque chose comme 40-40 et les autres ne savaient pas. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que la tentative d'imposer le traité à partir de la rue, ça semble antidémocratique, parce que, à mon avis, la démarche la plus démocratique aurait été d'exiger une discussion publique suivie d'un référendum sur cette question-là. Mais ceci dit, c'est évident que la majorité des gens qui sont rassemblés sur la place Maïdan étaient révoltés par la corruption omniprésente du système politique, mais qui traverse en fait toutes les institutions, y compris les universités. Okay? Et dans la grande majorité, les manifestantes et les manifestants étaient mus par un désir d'avoir plus de contrôle sur la politique du gouvernement et d'orienter la politique en faveur des intérêts du peuple. Okay. Et ce genre de mouvement, à mon avis, est caractéristique de notre période, okay, qui a vu toute une série de soulèvements populaires
semblables. Okay? C'est-à-dire, en premier lieu, on les a vus dans les pays arabes, mais aussi dans l'espace de l'ex-Union soviétique, en Géorgie, en Ukraine, en 2004. Pardon, pouvez-vous parler un peu plus? OK. Je disais que, en fait, ce qui s'est passé récemment en Ukraine, ça ressemble à toute une série de soulèvements populaires qui ont eu lieu. OK? Et dans le pays arabe, mais aussi dans l'espace ex-soviétique. C'est-à-dire qu'il y a une population atomisée, pas organisée, mais qui a ras-le-bol. Elle se mobilise à travers les médias sociaux, mais sans avoir un programme clair. Okay? Et les fruits de cette mobilisation sont ensuite récoltés par des groupes organisés, mais qui savent ce qu'ils veulent. Et je pense que la raison profonde de ce phénomène-là est l'absence d'une gauche influente, okay? Qui, à son tour, reflète en fait la faiblesse actuelle de la classe ouvrière, la grande classe des salariés, qui était toujours la base principale de la gauche. C'est-à-dire les travailleurs et travailleuses en tant que classe, je parle des salariés, étaient absents des événements en Ukraine. Il n'y avait aucune grève en fait, qui a eu lieu en appui des manifestants. Cela même si la plupart des gens qui étaient sur la place étaient des salariés à revenus très modestes. C'était des travailleurs et travailleuses. Car le vrai problème en Ukraine, ce n'est pas Yanukovych, même s'il était corrompu et au service d'intérêts, je dirais, antipopulaires. Mais de ce point de vue-là, son régime ne distinguait guère des régimes précédents. Il inclut celui de Viktor Yushchenko, qui était l'héros de la Révolution orange. Avant lui, c'est Kuchma, celui qui voulait intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Avant lui, c'était qui? C'était Kravchuk, ancien bureaucrate communiste chargé de combattre le nationalisme ukrainien, qui est devenu le père de l'Ukraine indépendante. Okay? Donc le vrai problème est un système politique et économique qui est dominé par ce qu'on appelle là-bas les oligarques. Et ces oligarques-là instrumentalisent en fait les divisions linguistiques et culturelles, et ethniques, etc., pour avancer leurs propres intérêts. Parce que qui connaît un peu la scène politique en Ukraine sait qu'il y a une circulation continue de personnalités entre le gouvernement et l'opposition. Enfin, ceux qui étaient en opposition sur le Maïdan avaient fait partie du gouvernement avant, même en coalition avec Yanukovych. Par exemple, Yulia Tymoshenko, que Yanukovych a mis en prison, lui avait proposé en fait une coalition quelques années auparavant. Et je pense d'ailleurs ça distingue le régime en Russie du régime en Ukraine. Le régime en Russie, c'est ce que les marxistes appellent le régime bonapartiste. C'est-à-dire l'exécutif, le gouvernement domine la bourgeoisie, même si il gouverne globalement dans les intérêts de cette classe-là. Parce que Poutine a pu déposséder et emprisonner l'oligarque le plus riche en Russie, n'est-ce pas, Khodorkovsky. En Ukraine, c'est l'inverse. C'est les oligarques qui dominent le gouvernement. Et c'est encore le cas aujourd'hui, après ce qu'on appelle la révolution. Okay? Donc, en fait, je pense que les masses révoltées, mais atomisées, ils semblent incapables de comprendre les vraies sources en fait, du mal et encore moins d'envisager une solution qui serait efficace. À mon avis, la seule solution serait en fait un contrôle démocratique des grands leviers de l'économie, c'est de la socialisation. Mais ça, en fait, personne n'imagine aujourd'hui. Donc, la majorité en fait des manifestants voyaient dans l'adhésion à l'Union européenne, en fait, l'adhésion n'était pas en fait proposée, mais il y a beaucoup de monde qui l'imaginait. Ils voyaient une solution magique à la corruption, mais aussi une garantie de respect des normes démocratiques. Okay. Donc, cette absence d'une analyse claire du problème, et je pense d'un programme clair, s'explique aussi le rôle qu'ont pu jouer dans les événements des éléments fascistes ou fascisants, ou, si vous pouvez être poli, l'extrême droite. Okay. C'est des forces qui rejetaient en fait tout compromis avec le pouvoir contesté
Ils se présentaient comme des adversaires implacables, non pas seulement des leaders actuels, mais du système, je mets ça entre guillemets. Ils revendiquaient donc entre guillemets, une révolution nationale. C'était le slogan. Okay. Donc c'était une prise de position intransigeante, mais et qui attirait les manifestants, qui se souvenaient en fait des fruits amers de la dernière mobilisation en 2004, qui n'a pas apporté de fruits. Et qui ne comprenaient vraiment pas le sens de la révolution nationale préconisée par les fascistes. Et donc, ça m'amène à la deuxième position, un putsch fasciste. Okay? Et même si c'est clair que ça ne rend pas compte de la complexité des événements, je pense que cette interprétation n'est pas tout à fait dénuée de fondement. L'un des trois dirigeants de l'opposition parlementaire avec lequel les diplomates européens s'entretenaient, c'est Oleg Tchaghinbok, est le chef d'un parti d'extrême droite, Svoboda. Svoboda veut dire liberté. C'est un parti russophobe et antisémite qui en fait veut l'Ukraine pour les Ukrainiens ethniques et ukrainophones. Donc ça exclut à peu près la moitié de la population. Ce parti a obtenu 12% dans les élections parlementaires de 2012, et principalement dans les régions occidentales du pays, mais pas exclusivement. C'est le grand foyer du nationalisme, mais le foyer le plus important, c'est les trois régions de l'Ouest. Mais il y a pas mal à Kiev et dans le centre aussi. Donc jusqu'à 2005, quand Svoboda a subi une sorte de lifting politique, ce parti appelait Social National et affichait le Wolfsangel, en français c'est le crochet de loup, c'est un symbole des unités SS durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a pu voir ces symboles-là à certains moments sur la scène de Maïdan avec la bannière russe de l'ON. L'ON, c'est l'Organisation des nationalistes ukrainiens. C'est une organisation qui a collaboré avec l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale et en fait qui a participé aux crimes de guerre, au meurtre de masse des Polonais et des Juifs. En tout cas, en 2004, Tchaghinbok était expulsé du bloc parlementaire de droite pour ses remarques au sujet d'une mafia judéo-russe qui, selon lui, contrôlait le pays. Okay? Et en fait, citant le caractère raciste et xénophobe de ce parti-là, le Parlement européen, en décembre 2012, a lancé un appel au Parti démocratique en Ukraine de ne pas s'associer avec ce parti-là, de ne pas former des coalitions avec lui. Aujourd'hui, ce parti fait partie du gouvernement. Et en fait, malgré cet appel-là, en fait, pendant les événements, les diplomates de l'Union européenne menaient des négociations avec des représentants, entre autres avec des représentants de ce parti-là. Okay? Aujourd'hui, ce parti-là détient plusieurs portefeuilles dans le gouvernement. Il inclut poste de vice-ministre, ministre de la Défense et procureur général. Le procureur général, c'est la personne qui est chargée de faire respecter la Constitution et les lois. Bon. Mais, en fait, Svoboda, ce parti-là, il fait face à une concurrence sur sa droite. Okay? La partie d'un regroupement qui est beaucoup plus petit, mais plus extrême, on peut dire, et surtout plus violent. Et c'est le secteur de droite, le private sector, okay? Qui était formé un peu avant les événements. Okay? C'est un regroupement composé de voyous fascistes et de la culture de football. On n'a pas ici, mais on connaissait ça de l'Europe. Hein? Et c'est dirigé par un fasciste de longue date, Dmitry Yarosh. Et en fait, au cours des derniers jours de Maïdan, ces militants qui étaient armés, il y a des camps d'entraînement à l'ouest de l'Ukraine, et ils ont pu forcer le rythme des événements. Okay? Par exemple, en prenant par assaut des bâtiments publics, pendant les pourparlers, ils ont contribué à faire rejeter l'entente qui a été négociée avec l'appui des diplomates européens pour un gouvernement d'entente nationale avec le parti d'opposition et le parti au pouvoir de Yanukovych. Donc ça a été rejeté.
Ensuite, il y a eu la fusillade, les snipers et tout ça. Toutes ces questions-là restent encore clarifiées, qui a donné l'ordre, etc., qu'est-ce qui est arrivé. Mais en tout cas, Yanukovych a pris la fuite. Il est aujourd'hui en Russie. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des membres du private sector qui occupent des postes dans le ministère des Affaires internes. C'est le ministère qui est préconisé, en fait. Okay? C'est le ministère qui est responsable de la police et des forces armées internes. Il y a certaines armées domestiques, à part l'armée qui défend les frontières. Et Joris lui-même aurait été proposé le poste d'adjoint secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense. Okay? C'est un conseil qui appuie le président sur la question de stratégie de défense nationale. Mais c'est pas clair s'il a accepté ou non. D'après ce que j'ai, l'une des dépêches que j'ai lues, il a refusé le poste parce que c'était au-dessus de sa dignité, personne de son envergure. Okay, mais le secrétaire de ce conseil est un type qui s'appelle Andrei Parubi, qui est un militant de longue date de l'extrême droite. Et en fait, les forces du private sector ont saisi, pendant les événements, ils ont saisi des arsenaux de la police dans les régions occidentales. Et ils sont à l'origine d'une vague de vandalisme et de violence, en fait, qui traverse le pays, mais qui vise en fait des organisations, des symboles, des personnages pro-russes et de gauche, je dirais. Entre autres, les bureaux du Parti communiste à Kiev ont été saccagés, les bureaux d'une organisation antifasciste aussi à Kiev étaient saccagés. Il y avait une tentative d'incendier la résidence du chef du Parti communiste. Et la maison d'un député du Parti pour des régions à Lvov a été incendiée, etc. Enfin, tous les monuments de Lénine ont été renversés. Ça, la plupart dans la nuit, parce que la population, en fait, la majorité, n'appuie pas ça. Donc, bref, en fait, on ne peut pas parler de putsch fasciste, mais je pense qu'on peut dire que ces forces-là ont émergé des événements beaucoup plus forts et légitimés. Okay. Maintenant, j'arrive à la question de l'Ukraine elle-même. C'est-à-dire, c'est clair que ça augure mal pour un pays qui est si profondément divisé comme l'Ukraine. Okay. D'abord, l'Ukraine n'a jamais existé comme État avant 1991. À part quelques mois, peut-être dans la guerre civile. Et comme vous savez, peut-être c'est en 1939 que la région occidentale a été rattachée par Staline à l'Ukraine, et définitivement à la fin de la guerre, en fait. Puis la Crimée, c'était un cadeau, depuis le 18e siècle, ça faisait partie de la Russie, et c'était donné comme cadeau à l'Ukraine en 1954. Donc, en fait, en principe, on dit si les nationalistes rejettent la personne soviétique comme illégitime, ils devaient aussi être prêts à renoncer à la Crimée, qui était une décision du gouvernement soviétique. En tout cas, au lieu de cela, en fait, le programme de Svoboda, qui est l'une des partis maintenant au pouvoir, vise en fait l'abolition du statut autonome de la Crimée. Il vise également de réintroduire l'ethnicité dans les documents d'identification, comme ça existait dans la période soviétique. Et même il y a un membre éminent du parti qui a proposé de faire de l'emploi de la langue russe un acte criminel. Un peu exagéré, j'imagine, mais en tout cas. Une situation aussi fragile, à mon avis, si quelqu'un est un vrai patriote du pays, c'est considérer la prudence. Mais au lieu de cela, en fait, des nationalistes qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui sont minoritaires dans le pays, en fait, cherchent à imposer leur volonté par la force. Par exemple, vous savez peut-être l'un des premiers actes du nouveau gouvernement, du Parlement, était d'abolir la loi qui permettait à certaines régions où il y avait une concentration de russophones d'avoir la langue russe comme langue secondaire, officielle. Langue officielle, mais langue seconde officielle, mais subordonnée à la langue ukrainienne. Cette décision, c'était l'une des premières décisions, c'était d'annuler ça. Mais par la suite, en fait, la décision elle-même était annulée, mais je pense que le mal a été fait. C'est l'une des choses qui a suscité la méfiance, en fait, de la population en Crimée. Okay.
En fait, le gouvernement qui était formé suite aux événements sur la place Maïdan est tout sauf un gouvernement d'unité nationale. Okay? Et c'est ça qui était préconisé en fait par l'entente du 21 février, qui était conclue, mais en fait qui, à cause des événements, en fait, cette entente-là n'a jamais entré en vigueur. Ça veut dire des 19 ministères du nouveau gouvernement, il y a seulement 2 qui viennent des régions de l'Est, aucune qui vient du Sud. C'est des régions de concentration, population russophone. Okay. Et outre la question de la langue, en fait, le gouvernement a introduit une résolution qui visait à interdire le Parti communiste. Quand même un parti qui je ne suis pas un amateur du Parti communiste moi-même, je ne suis pas un partisan de ce parti-là. Mais c'est comme le seul parti d'opposition qui reste, parce que le Parti des régions, plutôt, c'est désagrégé complètement. Et ce parti-là a quand même 13% dans les élections parlementaires. Il y a aussi une loi qui se prépare sur de l'illustration, c'est-à-dire les gens qui ont occupé des postes dans le gouvernement soviétique ou même dans l'ancien gouvernement seraient interdits d'occuper des postes aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si ça va être appliqué ou non, mais c'est l'intention. Donc, en fait, comme j'ai dit, les divisions sont très profondes. Et ce n'est pas simplement une division de langue ou d'ethnie. Derrière ça, en plus de ça, il y a une division culturelle très profonde. Surtout, par exemple, une mémoire historique très différente. Les héros des régions nationalistes occidentales, c'est qui? C'est des gens qui ont collaboré quand même avec l'occupation allemande et qui ont quand même participé au crime. Mais tandis que les héros de l'Est et du Sud, c'est les pères et les grands-parents sont combattus en fait contre le fascisme et pour l'Union soviétique. Donc c'est complètement différent. Les plus grandes fêtes à l'Est, c'est le 9 mai, c'est la journée de la victoire en Europe. Tandis que pour les gens à l'Est, en fait, il y a même des affrontements, c'est une journée de deuil. Il y a aussi des intérêts économiques très divergents parce que l'économie du partie orientale du pays, qui est la partie la plus industrielle, est fortement intégrée à la Russie. La Russie, c'est le partenaire de loin le plus important, le partenaire commercial du pays. Et il y a aussi des différences plus subtiles. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais des différences de mentalité. Okay. Bon, une chose que je peux dire, c'est que la population dans l'Est du pays, qui est plus nationaliste évidemment, est plus active politiquement, se mobilise beaucoup. Tandis que à l'Est, il y avait des périodes, mais en général, donc on ne les a pas vus dans les événements. En fait. Maintenant, juste pour terminer, je veux dire quelques mots sur les acteurs internationaux. Tout le monde se souvient peut-être de la conversation qui était enregistrée, probablement par les services de renseignement russes, a été diffusée sur l'Internet entre Victoria Nuland, qui est l'adjointe secrétaire d'État pour l'Europe américaine. L'adjointe secrétaire d'État américaine pour l'Europe, elle s'entretenait avec l'ambassadeur américain à Kiev. Vous vous souvenez de ça? Oui. Okay. Ce qu'on retient, ce qui était diffusé pour la plupart, c'est qu'on a proposé d'envoyer à l'Europe, l'Union européenne se faire foutre. C'est ça la phrase qu'on retient. Mais en fait, dans les faits, la conversation proteste sur la composition d'un nouveau gouvernement. Okay. Qui serait composé suite aux événements de Maïdan. Et Nuland avait une position très arrêtée et voulait voir Yats, Yatsenyuk, et voulait le voir comme à la tête du gouvernement. Et voilà aujourd'hui où est Yatsenyuk, il est le Premier ministre. Coïncidence, on peut dire. À propos, le collègue de Yatsenyuk, qui est Alexandre Turchinov, lui combine aujourd'hui les postes de speaker du Parlement, c'est le chef du Parlement, et du président.
c'est une concentration de pouvoir qui est complètement exclue par la Constitution. En tout cas. On a aussi pu voir Nuland pendant les événements qui distribuaient du pain aux gens sur la place Maïdan. Alors imaginons pour l'instant que l'ambassadeur russe à Montréal distribue des dennes aux étudiants pendant le printemps érable. Comment ça aurait été reçu? Ça veut vraiment, on traitait, et c'est tous les diplomates de l'Europe faisaient ce genre de choses. Et il allait dans la foule et en fait adressait la foule. On traitait l'Europe comme l'Ukraine quand même comme une république de bananes. Moi, ça m'a choqué. Mais en fait, évidemment, il y a une différence entre l'intervention occidentale dans les affaires internes d'un pays et l'intervention de la Russie, parce qu'on sait que quand l'Occident intervient, c'est pour le bien du pays, pour avancer la démocratie. Et quand la Russie le fait, c'est très méchant. Donc, en fait, compte tenu des divisions internes si profondes en Ukraine, son histoire et aussi sa situation géographique, je pense que la position la plus avantageuse pour le pays serait une position de neutralité. Okay? Et selon les sondages, en fait, 80% de la population est contre l'adhésion à l'OTAN. Malgré cela, tous les dirigeants, avant Yanukovych au moins, avaient comme but de l'intégration à l'OTAN. Et en fait, l'Ukraine a envoyé des troupes en Afghanistan, en Irak, comme geste, en fait, de leur volonté de faire partie de cette grande alliance occidentale. Donc, quoi qu'on pense d'Yanukovych, okay, quand même, c'est le premier président à revendiquer la neutralité du pays. C'est un statut comme la Finlande aujourd'hui, la Suède ou l'Irlande. C'est-à-dire ne pas faire partie d'aucun traité militaire. Et c'est une position que la Russie accepte. Mais l'OTAN n'accepte pas cette position. Et on ne sait vraiment pas pourquoi Yanukovych a décidé de suspendre les négociations d'accord d'association avec l'Union européenne. C'est-à-dire c'est négocié depuis 2-3 années, puis tout d'un coup, il a décidé il va s'intégrer à l'accord de douane avec la Russie. Okay. Il n'a pas refusé l'accord d'association, il voulait le suspendre en fait les négociations. Et c'est pas clair s'il a fait ça sous pression de Moscou, c'est quelque chose de... Moi j'ai des... C'est pas très logique de penser que c'est sous la pression de Moscou, parce que si Moscou était contre, elle aurait pu vraiment serrer la vis beaucoup bien avant, parce que Moscou a beaucoup de leviers économiques. Okay. Mais pourquoi attendre la dernière minute? Et c'était sûr que ça allait soulever une grande mobilisation populaire. S'il avait dit non, si Moscou avait arrêté ça il y a 1 an et demi, alors probablement ça aurait passé presque inaperçu. Parce que en fait, le but de négocier une entente était décidé par le parti de Yanukovych déjà en 2008. Donc, moi, en fait, j'entretiens l'hypothèse que Yanukovych lui-même a changé d'idée, parce qu'il craignait en fait l'impact négatif de l'entente sur la situation économique de l'Ukraine, qui est extrêmement fragile, mais a toujours été fragile depuis l'indépendance. Okay? L'Union européenne offrait 600 millions d'euros, mais ça devait être versé en tranches et toujours sous condition de commencer des réformes structurelles. Alors, on connaît déjà ce que veut dire réforme structurelle, c'est une politique d'austérité qui serait appliquée à une population dont plus que la moitié, selon certaines études, vit dans la pauvreté. Okay. En plus, l'Ukraine devrait éliminer toutes les barrières commerciales et les droits de douane pour les marchandises et les services venant de l'Europe et aligner sa législation et sa réglementation en vigueur sur celle de l'Europe. Alors, ça aurait un impact dévastateur sur l'industrie qui est concentrée à l'est du pays. Okay. En retour, quoi? Ni libre entrée pour les citoyens de l'Ukraine en Europe, okay? Ni en fait adhésion à l'Union européenne. Je pense que Yanukovych a pris peur. Mais ça ne ferait pas Yatsenyuk, qui en fait promet aux Ukrainiens
des mesures pénibles. C'est ces mots. Et il faut juste se souvenir de la Yougoslavie. Okay? C'est après les réformes imposées par la FMI que les mouvements séparatistes ont pris l'essor. Je pense qu'une politique d'austérité appliquée à l'Ukraine serait dévastatrice pour la population et renforcerait toutes les tendances politiques malsaines et centrifuges. OK, alors, je vais terminer bientôt. Comment la situation se voit du côté russe? Okay. Je pense que du côté russe, on voit sans doute une nouvelle étape de la politique de longue date des États-Unis et de l'Europe et de l'OTAN, une politique qui vise à entourer la Russie, au moins à le refouler son influence. Okay? Et ça, malgré l'engagement solennel qui était donné par le président Bush père à Gorbatchev de ne pas élargir l'OTAN. Okay? Et en fait, l'engagement était que l'URSS va consentir à la réunification de l'Allemagne et l'Allemagne ne ferait pas partie de l'OTAN. Malgré cela, on sait, l'OTAN est avancé jusqu'aux frontières de la Russie. Et l'Ukraine, le but déclaré, en fait, c'est Géorgie et l'Ukraine sont les suivants. En fait, donc tous les pays limitrophes seraient membres de l'Alliance de l'OTAN. Okay. Donc, du point de vue russe, en fait, c'est un autre exemple de la tactique utilisée déjà en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, pour effectuer, c'est-à-dire on instrumentalise les mobilisations populaires pour effectuer un régime change. Okay. Donc c'est une chose. Je suis sûr que pour Poutine, c'est la question la plus importante, c'est l'OTAN, et ça ne va pas passer. À part cela, en fait, je pense que pour des raisons purement internes, le gouvernement russe ne pouvait rester indifférent face à la montée d'une extrême droite raciste, anti-russe, dans une région limitrophe avec laquelle la Russie a des liens culturels et historiques très étroits. Donc ce n'est pas étonnant que la Russie a déjà gelé à son offre de 15 milliards, un prêt de 15 milliards de dollars ou euros, je ne sais pas. Mais notons, c'est une offre qui a été faite sans condition d'austérité et de réforme structurelle. Dépendant si vous êtes néolibéral ou non, ça peut être bon ou mauvais, mais je dis ça du point de vue des classes populaires en Ukraine. Aussi, la Russie vient d'annoncer que le rabais qu'elle avait négocié sur le prix du gaz ne sera pas renouvelé, parce que ça devait être revu tous les quarts. Et c'est important. Et ça va coûter très cher à la population. Parce que la Russie est la partenaire commerciale la plus importante de l'Ukraine, et elle a déjà menacé d'imposer des tarifs punitifs sur certains produits quand elle a accord avec l'Europe. Okay. Donc, je veux dire que la Russie a beaucoup de leviers économiques, elle n'avait pas besoin de menacer une invasion. Okay. Je pense que le geste militaire en Crimée se poursuivait plutôt des buts symboliques. Ça visait d'abord la population en Russie elle-même. La Russie, on est encore une fois une grande puissance, on peut se défendre, on peut défendre nos compatriotes, et les russophones de l'Ukraine. Mais c'était aussi, je pense, un avertissement au gouvernement à Kiev de ne pas se laisser entraîner. Et quant à l'indignation de l'Occident, je pense qu'on peut se souvenir du bombardement de la Serbie, okay, sous prétexte d'un génocide qui s'est avéré, des Kosovars qui s'est avéré fictif, n'est-ce pas, qui était en violation flagrante du droit international, ou bien de la guerre en Irak. L'invasion a été faite sous prétexte complètement inventé, n'est-ce pas? Et des dizaines d'autres interventions américaines dans les affaires internes en Amérique latine et un peu partout dans le monde. L'hypocrisie ici est totale. Mais c'est quelque chose que nos journalistes, pour la plupart, ne notent pas. Donc je vais terminer avec les mots récents c'est le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, okay, avant la chute de l'URSS. Et voilà ce qu'il a écrit. À cause de son histoire, de sa situation géographique et des liens économiques naturels et construits, il est impossible que l'Ukraine soit un pays uni, sain, à moins qu'elle ait des rapports amicaux, ou au moins pas antagoniques avec la Russie. Donc, fin de la citation. Je pense que
Contrairement à la majorité de la population ukrainienne qui accepte cette position-là, l'OTAN et les nationalistes ukrainiens ne veulent rien savoir. Et c'est la situation. Je termine là si vous avez des questions. Merci David Madel. Je vais prendre les commentaires venant de votre part. Oui, je suis Sébastien Barriot, je travaille sur la politique étrangère au doctorat avec M. Jacques Lévesque. Je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qui se passe présentement en Ukraine. Puis, en fait, je partage votre point de vue sur le traitement de l'information aussi. Ma question est sur la Crimée en tant que telle. Pensez-vous que dans l'éventuelle négociation avec les Occidentaux, la Russie pourrait accepter que l'OTAN intègre, pas l'OTAN, mais que l'Ukraine intègre l'OTAN et que la Crimée, par exemple, après un référendum qu'on s'imagine déjà gagné par les russophones, pourrait, elle, intégrer la Russie, puis à ce moment-là, ça serait un compromis intéressant pour les deux? Mais d'abord, il y a un traité entre la Russie et l'Ukraine au sujet de Sébastopol jusqu'à 2042. Ça, je ne pense pas que ça peut changer. Mais je pense que Poutine va tout faire pour empêcher que l'Ukraine s'intègre. Dans les années 90, Yeltsin aussi a fait quelques bruits de protestation, mais il était trop faible. Et Poutine, en fait, c'est sa marque, en fait. Et puis la Russie aussi a les moyens, en fait, de faire quelque chose. Et je pense qu'il ne va pas lâcher. Donc, mais je ne pense pas que la Russie soit intéressée à démanteler l'Ukraine. Pas vraiment. Mais il y a aussi bien sûr, il y a des considérations internes. Je pensais pas que le démantèlement de l'Ukraine ou s'occuper de occuper l'Ukraine était dans les desseins de Poutine. En fait, j'ai entendu hier la conférence de presse de Poutine et je dois dire, je suis pas un ami de Poutine et en fait, comme je dis, je participe à un projet de formation syndicale en Russie. On est complètement contre la... Malheureusement, on n'est pas assez dangereux pour qu'on nous ferme, mais c'est très anti-régime. Mais en fait, la conférence de presse, tout ce qu'il disait me semblait très raisonnable hier, je ne sais pas. J'ai vu la main de Dorval Brunel, mais je serais peut-être favorable, si c'est possible, à une alternance au moins souple, homme-femme. Madame, puis après ce sera Dorval. Aurélie Lamarche, chercheur à la chaire d'Endurant. Je voulais simplement vous demander, vous avez expliqué justement que le gouvernement par intérim n'était pas un gouvernement d'unité nationale. Quel est le scénario que vous attendez du coup, pour les élections qui vont avoir lieu un peu plus tard? Qu'est-ce qui serait peut-être favorable? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir justement un gouvernement d'unité nationale un jour en Ukraine? Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait des prochaines élections? Les élections seraient prévues pour mai, n'est-ce pas? Moi, personnellement, j'ai des doutes. J'ai quelques doutes que ce soit des élections vraiment honnêtes. Quand je vois la concentration de pouvoir aujourd'hui et ce qui se passe, comment on adopte les lois dans l'absence de la plupart des parlementaires, etc. C'est difficile à dire, mais il y a toujours des observateurs occidentaux sur la scène. Mais j'ai aucune idée. Je pense que la société va rester aussi divisée. Et surtout, en fait, la situation économique est très mauvaise. Le Premier ministre parle de... il va négocier avec les familles parce que c'est la condition posée par l'Occident d'un prêt, les conditions. Et ces conditions vont être très pénibles pour la population. Alors, d'un côté, ça va rendre le gouvernement impopulaire. Et c'est les trois parties de... c'est les trois partis qui étaient de l'opposition. Le Parti des régions semble complètement en décomposition. Je ne sais pas. Le Parti communiste, 13% c'est le maximum qu'il peut avoir. Et c'est vraiment pas un parti de gauche, mais c'est un parti un peu, dire, social-démocrate et assez pro-russe, mais c'est pas en force. Alors je ne sais pas. Et je pense que dans certaines régions, ça crée un espace pour l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, c'est intéressant, je ne sais pas, peut-être ils ont pris des leçons
des forces de droite en Europe, mais ils ont adopté des mesures sociales dans leur programme. Par exemple, nationalisation. Donc ça semble dirigé contre les oligarques, ça peut attirer du monde. Nationalisation et autre chose qui semble de nature sociale. Mais je dois dire que les oligarques n'ont pas été touchés et les oligarques sont encore très présents au pouvoir aujourd'hui. Mais c'est des différences. Les oligarques en partie différents, mais en partie les mêmes. Parce qu'ils savent tirer le marron du feu. Et c'est eux encore qui manipulent les faits, qui manipulent les choses. Tous les députés au Parlement sont achetés par un groupe ou un autre. Et pour eux, c'est une instrumentalisation des différences Est-Ouest, etc. C'est l'argent qui compte. Et Yulia Tymoshenko, qui était en prison, qui était le favori de l'Occident, c'est l'une des femmes les plus riches de l'Ukraine. Elle a volé son argent comme les autres. Il n'y a pas de gaz, il n'y a presque pas de carburant en Ukraine, mais on peut faire beaucoup d'argent en distribuant le carburant. Elle était liée à Lazarenko qui, je pense, peut-être décédé, mais elle était condamnée aux États-Unis pour vol. C'était une firme de distribution de gaz. Puis il a été nommé ministre du gaz, en fait, pour mettre de l'ordre là-dedans. C'est-à-dire, c'est complètement... Et c'est la différence de la Russie. Je ne dis pas que la Russie c'est meilleur, mais au moins Poutine domine les oligarques. C'est-à-dire, on dit Bonaparte, c'est Louis-Napoléon qui était... Si vous avez lu le 18e primaire, Marx disait il volait à toute la France pour lui ensuite offrir des cadeaux. Et c'est un peu ça. Mais en Ukraine, c'est différent. Mais c'est aussi pourquoi il y a plus d'espace démocratique en Ukraine, parce que Poutine maintient, c'est lui qui maintient l'unité du système politique, mais il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dirige l'État, une autre équipe. Donc il veut garder son équipe au pouvoir, tandis qu'en Europe, les équipes peuvent changer, dépendant de quel groupe, quel clan des oligarques est suprême au moment. Donc il y a plus d'espace. Mais est-ce que c'est meilleur? Je ne sais pas. La Russie a l'avantage d'être un pays riche en ressources, mais en fait, les deux ont subi... il faut dire aussi, c'est que la situation lamentable, économique lamentable de l'Ukraine, oui, c'est la faute des élites ukrainiennes, mais comment ce système s'est créé? C'est sous la direction de la famille de l'Occident, même chose qu'en Russie. C'est eux qui ont créé ce système-là. Okay. Le peuple n'avait rien à dire. Et jusqu'aujourd'hui, les sondages montrent que, même chose en Russie, que 80%, est-ce que vous considérez que, je ne me souviens pas exactement de la formulation de la question, mais il y a 80% qui considèrent que les fortunes ont été toutes volées. Donc on ne reconnaît pas la légitimité de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. Et donc il y aurait quand même, ça pourrait attirer un appui, l'idée de revoir les privatisations, renationaliser, ça pourrait attirer un appui. Mais si ça fait par des fascistes, donc c'est pas grand-chose. Quelle est la monnaie utilisée là? Attendez. La monnaie, c'est grivnia. C'est différent du rouble? Oui, grivnia, c'est les cheveux les cheveux d'un cheval. Comment ça s'appelle ça? Les queues de cheval. Non, Oui, parce que dans le passé, en fait, on échangeait des chevaux contre. Dorval Brunet. Écoutez, on a l'impression qu'on glisserait presque inévitablement vers un conflit militaire. Est-ce que c'est exclu? Je ne suis pas spécialiste des rapports internationaux, mais moi, personnellement, à ce moment, je ne le vois pas, non. Je pense que la Russie a beaucoup de leviers économiques, n'a pas besoin d'envahir. C'est ce qu'elle fait, pourtant. Mais c'était une sorte de démonstration de force. Il n'y a pas vraiment... Est-ce que c'est une invasion? C'est ça. J'ai pas vu l'intention d'occuper les parties orientales du pays, par exemple. Mais c'est juste montrer qu'elle était là et elle surveillait la situation. Mais ma question, est-ce que c'est exclu? Mais je ne vois pas l'OTAN qui intervient militairement
en Ukraine. Et personnellement, pour la Russie, ça aussi, ce serait un désastre aussi. Moi, je pense que c'est très peu probable, mais on verra. Madame? Oui. Ben, est-ce que c'est pas des... Il y a certainement plusieurs niveaux de lecture. Il y a la lecture de la situation particulière de l'Ukraine, mais en même temps, il y a toute la géopolitique mondiale. Est-ce que les manœuvres en Crimée ne sont pas plus un message envers l'Occident qu'envers l'Ukraine, puis avec tous les jeux là, de positionnement dans le monde, puis d'influence de ce qui se passe ailleurs, puis du rôle que veut jouer la Russie, ça doit aussi entrer en ligne de compte. Oui. Mais d'abord, c'était un message à l'OTAN que la Russie ne va pas permettre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'était aussi une partie du contexte de la guerre avec la Géorgie. Hein? Parce que l'OTAN a déclaré déjà en 2008 que l'Ukraine et la Géorgie vont être intégrées. Okay? Et oui, ben la Russie, depuis sa position, qui est vraiment multipolaire, tandis que et contre l'idée que le monde soit dominé par les États-Unis et ses alliés. Et c'est l'une des choses qui a marqué la période de Poutine, c'est que de réaffirmer en fait le rôle au moins régional de la Russie. Okay? Mais aussi là où elle pouvait, comme par exemple en Syrie, jouer le rôle, même en Libye, de critiquer. Enfin, en général, la Russie, comme principe, est contre les interventions dans les affaires internes d'autres pays. Donc, elle demande le respect quand même la loi internationale. Okay? Et c'est comme ça le principe. Peut-être elle a peur qu'on intervienne en Russie. Et vraiment, la Russie regarde, en fait, mais je pense que Poutine considère sincèrement que en grande partie, ce qui est arrivé en Ukraine, c'est pas simplement instrumentalisé par l'Occident, mais c'est un peu organisé par l'Occident. Et j'ai vu une émission documentaire, je pense que c'est l'une des canaux français, en fait, qui, en fait, comment mais en fait, la Révolution orange, c'est clair que c'était une mobilisation spontanée. Mais il y a beaucoup de choses derrière les coulisses aussi qui ont été faites, et l'approvisionnement de tentes et tout ça, et aussi l'entraînement de certains des dirigeants. En Serbie, c'est clair que tout était organisé, avec Soros et tout ça. Donc je ne veux pas être trop avec l'idée que tout est un complot, mais c'est clair que les États-Unis sont très impliqués dans les affaires. Pas moins que la Russie, probablement. Mais les révolutions oranges, c'est clair. La Russie voit ça des mobilisations instrumentalisées. Et je pense qu'il y a quand même plus qu'un grain de sel là-dedans. Pour ne pas nier l'aspect réel, la volonté démocratique de la population. Merci. D'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une dans ce cas-là. Outre les dons de pain donnés par les ambassadeurs, est-ce qu'il y a des indices ou des preuves suffisantes pour montrer l'implication de l'Occident et des services occidentaux, des services secrets occidentaux dans l'organisation du mouvement? Les services secrets, je ne sais pas. Moi, j'ai rien lu à ce sujet-là. Mais c'est sûr que les Russes sont là et tout le monde est là. Mais en fait, le rôle des ambassades, c'est le rôle de récolter les renseignements. Je pense que en fait, je serais surpris d'apprendre que le secteur de droite, le premier secteur, a été instrumentalisé. C'est vraiment un groupe de... Ils sont venus armés, ils ont subi un entraînement, ça c'est connu, il faut lire le blog, etc. Ils s'entraînent militairement, ils se préparent. Et je ne sais pas, enfin, en 2004, ils n'étaient pas là. Et tout s'est passé sans perte de vie, sans violence. OK? Alors, bien sûr, en grande partie, c'est la faute de Yanukovych. Mais je ne sais pas qui a donné. Moi, il faut demander à qui profite. On a vu des scènes où les snipers qui
qui tirait de manière aléatoire, comme si... à qui ça pourrait être profité, je ne sais pas. Qui a donné l'ordre, on ne sait pas. Je pense que Yanukovych a pris la fuite parce qu'il a peur d'être lynché. Mais certainement, il est responsable. Mais jusqu'à quel point, etc., qui a donné l'ordre, etc. Ça demande... il faudra avoir une enquête là-dessus. Mais en fait, avant que... En 2004, il n'y a pas de violence. Cette fois, il y a des violences. Et ces gens-là sont venus près. Donc, je ne veux pas toute la blâme mettre là-dessus, mais quand même... et je pense que l'Occident a une grande responsabilité quand même. Et aussi, les manifestants eux-mêmes, ils auraient dû prendre leur distance de ces gens-là. Au lieu de ça, ces gens ont pris la direction parce qu'ils étaient vus comme les éléments les plus décidés, les plus implacables, etc. Et donc, c'est compliqué. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a eu des participations de groupes de droite d'autres pays européens? Quand je fais le parallèle... Mais je pense qu'ils sont en contact. On sait qu'il y a eu beaucoup de groupes islamistes qui sont venus d'autres pays, mais la droite est organisée aussi internationalement, le nazisme. Ils sont en contact et ils ont appris les choses. Par exemple, le lifting que le parti Svoboda a eu, c'est pas mal conseillé par les groupes en Europe occidentale, c'est clair. Mais pour renforcer leur image de respectabilité, etc. Mais je ne sais pas. Des mercenaires ou des choses comme ça. Je ne veux pas faire l'impression que il y a eu une véritable mobilisation spontanée et sincère de la majorité de la population qui était sur la place. Mais en fait, je trouve ça très sérieux que ces gens-là n'ont pas compris qu'il faut prendre une distance des forces d'extrême droite. Ça, c'est sérieux. Monsieur? C'était juste en fait pour un peu répondre à votre question. J'ai vu un article, c'est peut-être dans le contexte français aussi, il y avait un représentant du Front National qui lui défendait la position des Russes plutôt que justement de s'associer à l'extrême droite ukrainienne. Donc, mais j'imagine qu'il y a un rapport politique aussi. Le Front National est en élection municipale aussi. Donc, politiquement, c'était plus avantageux de s'opposer aux socialistes et lui un peu. Yeah, c'est compliqué aussi parce qu'il y a une extrême droite, il y a surtout cette culture de voyous, de football, c'était en Russie, et aussi raciste en Russie. Et je dirais que le régime n'est pas très, aurait beaucoup plus faire en fait contre ces groupes-là. Je ne dis pas qu'elle les cultive, mais quand même. Donc c'est compliqué. Mais puisque en Russie aujourd'hui, en fait, la victoire sur le nazisme. Le régime a beaucoup de misère à se légitimer, parce que c'est une kleptocratie. C'est un groupe quand même corrompu. Donc, l'une des choses qu'il fait, il s'appuie beaucoup sur l'histoire. La plupart de l'histoire, c'est triste, mais c'est un épisode de gloire, le 9 mai. Le 9 mai, c'est devenu le plus grand fête en Russie. Et c'était contre les fascistes et contre les Allemands. Donc, il peut jouer là-dessus, c'est très important. Mais l'autre pilier de légitimité, un pilier très faible, c'est l'Église, très réactionnaire en Russie, très rétrograde. Mais je ne pense pas que c'est très fort. C'est un régime qui a de la misère à se légitimer. Mais donc, la politique internationale, le fait que la Russie se je pense, ici on présente ça comme si la Russie veut restaurer l'Empire. Mais moi, je pense que c'est ça. Bien sûr, elle veut avoir l'influence sur sa région. Mais je pense aussi qu'elle veut pas, parce que la perception, et je pense qu'elle a arrêté pendant les années 90, la Russie était plus ou moins une colonie. Il y avait des fonctionnaires américains qui, en fait, par exemple, la privatisation en Russie, c'était tout dirigé par les Américains, payé par les Américains. Et en fait, la Russie était vue comme une sorte de colonie ou une vassale des États-Unis. Donc, c'est une des choses qui a changé avec Poutine. Quand même, elle a eu le moyen, parce que plus de ressources aussi, le prix du pétrole, l'économie a commencé à grandir, etc. Et donc, il s'appuie beaucoup là-dessus.
Donc, en fait, comme j'ai dit, la démonstration de force en Crimée, c'est en grande partie pour la population interne aussi. Je pense que même les Russes que je rencontre ici trouvent que c'est très bon. Et la plupart, ce n'est pas des Russes ethniques non plus. Oui. Oui, bonjour, Éric Burgos, je suis également doctorant en sciences politiques avec M. Jacques Lévesque. Ma question est par rapport aux sanctions économiques qui ont été déclarées pour la plupart par les Américains et les Européens. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, premièrement, et si c'est la bonne chose à faire, ou est-ce qu'on n'aurait pas pu proposer des négociations, une table de négociation par exemple. Et l'autre partie de ma question, c'est d'après vous, est-ce que ces déclarations, est-ce que ces sanctions sont uniquement déclaratoires ou est-ce qu'on les mettra en application mais on voit que, par exemple, l'Allemagne et les autres sont très frileuses par rapport aux sanctions, parce que la Russie leur livre le gaz et tout ça. Donc, ils ne sont pas très chauds là-dessus pour ça. Et j'ai lu des analyses différentes, comme si ça pourrait être bon pour la Russie, ça peut être mauvais, les sanctions. Moi, je pense ça pas très sérieux. Mais surtout, il faut tenir compte de l'hypocrisie de l'affaire, parce que l'Occident intervient tout le temps dans les affaires internes d'autres pays, de manière illégale. Tandis que la Russie, on est très strict là-dessus. Et il faut comme se poser la question, pourquoi nos journalistes, nos éditorialistes ne voient pas ce côté de l'affaire. Par exemple, dans Le Devoir, Truffaut, peut-être ça lui reste la guerre froide, mais il y a quelque chose contre la Russie. Moi, je n'appuie pas le régime, mais quand même, tout ce qui se fait dans la région, c'est la main de Moscou. La Russie veut restaurer son empire, etc. Tout ça. Donc, je ne pense pas que les sanctions économiques peuvent être très pénibles, mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être même idéalement en restaurant le principe d'alternance? Ou sinon, sans le principe? Je veux dire, j'ai peut-être la chance, ou pas de la chance qu'il n'y ait pas des gens d'origine ukrainienne ici, parce que autrement, tout ce que j'ai dit aurait été, parce que c'est incroyable la passion, même entre des universitaires, que ça suscitait. La chose que je lis, c'est vraiment... Je suis allé voir la conférence de M. Dominique Harel à Ottawa la semaine dernière, puis si vous aviez pris la parole, je pense que vous allez défenestrer. C'était vraiment émotif. Mais une chose que je peux dire, en 2005, il y a une table ronde sur la Révolution orange, et là aussi, tout le monde, le panel était c'est magnifique, etc. Et moi, j'ai intervenu et j'ai dit que, écoutez, ça ne va pas changer grand-chose pour le peuple. Et quand même, je peux dire que j'avais raison. Parce que c'est quand même c'est un régime où les oligarques tirent les ficelles. Et je ne sais pas si l'association avec l'Europe aura changé ça. Parce qu'autrement, les oligarques se seraient opposés. Donc, je ne sais pas. Bon. Merci David Mandel et merci.